Kertov. Alors, un nouveau numéro d'actualité juive, c'est toujours un événement. En couverture, les scénarios de la riposte. Mais tout d'abord, on va commencer par dire un mot sur une personne très emblématique qui nous manque déjà et qui fait l'objet d'un gros article dans ce journal. Je cite Gilles Taïeb, qu'on a tous bien connu. Vous avez intitulé l'hommage « La disparition d'un géant ». Vous savez, c'était le sentiment... Pardon, ouais, vas-y. C'était le sentiment de nombreuses personnes qu'on avait affaire à un gadol dans tous les sens du terme. C'est-à-dire d'abord par sa bienveillance, sa bonté, son chesed qui était immense, et puis aussi évidemment ses actions multiples. Incroyable. Voilà, il a été d'une sollicitude absolue pour le peuple juif et pour le peuple d'Israël. Il s'est déployé dans plein de domaines, les Hayalim bien sûr, mais ses opérations lunettes qui l'ont beaucoup occupé ces dernières années. Donc on peut dire qu'il était un très grand dirigeant communautaire. Les soldats qui étaient seuls en Israël, sans famille, il a créé des centres, il a fait un travail monumental. Donc on peut dire qu'il était un très grand dirigeant communautaire, doublé d'un cœur intelligent. Et c'est évidemment aussi ce qui explique le sentiment de commotion, le sentiment au fond qu'on avait affaire à un militant exemplaire. Je crois que c'est la formule de Raffi Marciano, qui va laisser une béance immense dans un moment où la communauté avait beaucoup besoin justement de soutien. On a vraiment besoin. Voilà. Laurent, vous l'avez rencontré? Oui, évidemment, à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, j'évoquerai même pas les contacts qu'on a pu avoir depuis que j'étais au journal ou même avant sur certaines radios, etc. Mais j'ai aussi une expérience perso avec lui où il a été là. C'est une époque, il y a une dizaine d'années, on ne me connaissait pas. On se connaissait pas. Et en fait, quelqu'un l'avait appelé et sans me connaître, il m'a dépanné, voilà. Humainement, je me suis dit, c'est incroyable, cette personne-là. Il y a des gens qu'on connaît autour de nous et qui sont pas là. Et des gens qu'on connaît pas et qui sont là. Et il a été fabuleux. Souvent, je vais rappeler cette anecdote, des moments de la vie où on a besoin de certaines personnes. Et il a été là, il calcule pas, comme disait Alexis, justement, c'est un homme de chesed. Et comme je disais, on en parlait au bureau avec Lucille, par exemple, qui est partie à la levée du corps, qui était vraiment attristée comme nous tous. Pour moi, c'est un tzaddik, voilà. Un tzaddik, des fois, on se trompe, l'habit, il ne fait pas le rave. C'est pas forcément un manteau, une barbe, même s'il y en a aussi, je veux pas caricaturer, généraliser. Gilles Taïeb était un tzaddik, avec toutes les caractéristiques que ça peut comporter, le Havat Israël, le chesed, toutes ces valeurs-là, à la limite. Ça pourrait être un Lamed Vav. C'est bien sûr. Mais on est d'accord, j'y ai pensé. Bien sûr. Dans tous les cas, on pense à lui, on pense à Karen, on pense aux enfants. Exactement. On pense à toute la famille, on est avec eux, bien sûr. Exactement. Alors maintenant, les scénarios de la riposte. Quelle riposte? Quand est-ce qu'on a des infos? On sait pas, on sait que c'est... je demande. Au cabinet de sécurité, ils sont tous d'accord pour une riposte. Après, ils sont pas d'accord sur le mode de riposte et sur le délai, sur le timing. Certains veulent frapper rapidement. Les dernières nouvelles qu'on a entendues, c'était en Syrie, des points iraniens en Syrie. Oui. Beaucoup sont plus motivés pour aller toucher l'Iran directement. Ne confondons pas les gardiens de la révolution, le gouvernement, le régime islamiste iranien avec la population, parce qu'on voit qu'il y a des soutiens à Israël au sein de la population. Énormément. On voit la diaspora iranienne. D'ailleurs, en France, il y a une interview formidable. Jafarian, qui est magnifique. Oui, qui est une femme magnifique. Et j'invite les auditeurs vraiment à lire cet article. Il y a un paradoxe, pour rebondir sur ce que dit Laurent, qui est très juste. Il y a un paradoxe de l'Iran. C'est-à-dire, il y a une société civile qui, en fait, vraiment en a ras-le-bol, pour le dire les choses clairement, de ce régime, qui est un régime d'une théocratie totalitaire. Terrible. Et qui est donc les femmes, courage en Iran, secouent notamment le joug de cette théocratie, mais d'un autre côté, comme souvent on l'a observé d'ailleurs dans l'histoire des grands totalitarismes du XXe siècle, on pense à l'Allemagne nazie, bien sûr, il y a une sorte d'accélération dans la terreur à mesure que le régime s'effrite. Et c'est peut-être à ce moment-là que nous sommes. Ça ne veut pas dire, attention, je suis pas en train de vous dire qu'il va être facile de le faire tomber, le régime. Et attention, il faut pas jouer les casse-coups, personne ne sait ce qu'il en est réellement. Mais ils accélèrent dans la terreur à mesure qu'ils sont fragilisés. Et évidemment, tout cela s'inscrit dans ce que nous racontons, qui est la course à la bombe atomique. C'est une puissance de seuil dans le jargon des experts du nucléaire, et qui donc demain, après-demain, dans les mois qui viennent, dans l'année qui vient, 2025, aura la bombe atomique. Israël le sait, cela conditionne, cela paramètre sa réponse. Pour autant, je crois, et ça je crois qu'on peut le dire sans vraiment se tromper, que depuis dimanche, la réflexion des Israéliens sous l'influence des Américains a évolué et qu'ils sont en train de renoncer à un scénario qui à un moment avait, disons, la préférence de Benny Gantz notamment, mais d'autres généraux qui étaient d'aller frapper directement les installations nucléaires iraniennes. Je pense qu'ils en sont tout au moins provisoirement dissuadés. Sinon, depuis quelques semaines, on essaie toujours d'être didactique. On fait des cartes.
On fait des cartes, c'est important. On se rend compte, je parle avec des gens de la communauté de Serra, alors indépendamment des questions géopolitiques où ça peut être évident, les gens ne connaissent pas aussi, chiites, sunnites, etc. On essaie vraiment à chaque fois d'expliquer, de faire même des lexiques. Dernièrement, on fait des cartes pour que les gens visualisent la région. Les gens ont du mal à situer. On les fait aussi pour LFI, qui ne savent pas que, par exemple, avec Gaza, il y a une frontière avec l'Égypte, ou qui ne savent pas situer Israël, pas la Palestine, Israël sur la carte. Oui, ça, donc on fait aussi ça pour les gens de LFI, pour qu'ils visualisent et qu'ils arrêtent de raconter n'importe quoi. Donc en fait, c'est... Est-ce qu'ils regardent? Ouais, bien sûr. Je ris, mais c'est nerveux. Mais bien sûr, ils nous rendent nerveux, ces gens-là. Oui, non, voilà. Donc en fait, on essaie d'être didactique et voilà. Après, on va pas. Voilà. Et vous avez tellement raison, bien entendu. Alors, les scénarios de la riposte, pour en savoir plus, ça pourrait arriver pendant Pessah? Ça pourrait. On en parlait là juste avant pour pas raconter les secrets hors antenne. N'oublions pas que l'attaque du 7 octobre était prévue à la base pendant Pessah. Oui. On l'a vu aussi au moment où on a fait notre dossier sur les personnes qui ont misé sur la chute des valeurs israéliennes. Voilà, un pays qui se fait attaquer forcément à la bourse, mais il y a un petit crack. Et on l'a vu, effectivement, il y avait déjà eu c'était apparu déjà au moment de Pessah, au moment du deuxième jour de Pessah. On ne sait pas dans quel sens et comment, etc. Voilà, c'est très compliqué. Ce qu'on espère, c'est que les frontières d'Israël sont bien gardées cette fois-ci et qu'il n'y aura pas de problème. Alors, à propos de Pessah, un dossier bien sûr très très bien fait, où vous expliquez d'ailleurs avec beaucoup d'acuité ce que signifie chaque symbole du plateau du Seder. Et c'est bien de le rappeler. Oui. Je me suis dit, je vais découper la page pendant le Seder pour rappeler, parce que c'est important. Alors j'ai pris le plateau qui est absolument extraordinaire. Je tiens à en parler de mon ami Alain Kleinman. Ah oui, oui, je l'ai. Voilà, et j'ai vu. je vais quand même appeler pour lui demander l'autorisation. Un monsieur extraordinaire, j'en profite, voilà. Alain, il vient souvent. Alain, voilà, ce plateau que j'ai la chance, il me l'a offert. Donc je l'ai chez moi, je lui ai dit, je prie dans sa Haggadah avec son plateau, avec son tableau qui est derrière moi. Voilà. Donc voilà, c'est un Pessar spécial Kleinman. Il est chez nous partout, Alain. Il est partout et c'est un monsieur magnifique. Et en fait, voilà, tout est expliqué pour chaque symbole. Et les symboles, etc., de chaque aliment, etc., qui est dans le plateau du Seder. Concernant le dossier, on a évidemment, alors on avait un petit peu on a été poussé à faire un parallèle entre ce qui se passe en Israël. Aujourd'hui, on dit souvent qu'une fête, on se remémore ce qui s'est passé il y a 3300 ans, etc. Non. C'est chaque année, on parle de Pessah, on parle de Yetziat Mitzrayim, on parle de Yetziat Metzarim, de sortir de nos limites. C'est une vraie introspection chaque année. Sortir de nos limites. Sortir de sa propre Égypte, c'est un travail personnel, c'est un travail de chaque année. C'est pas juste enlever la poussière qui est chez nous. D'ailleurs, la poussière n'est pas du Hametz, entre parenthèses, ça c'est pour les dames, pour qu'elles se calment un peu. Et du coup, c'est la poussière qui est en nous. Voilà. Oui. Mais et on a un magnifique texte de... Ils font le ménage. Non, il faut faire le ménage en chacun nous. Et on a un magnifique papier de notre ami Chaim Nissenbaum. Oui, comme toujours, voilà, qui est magnifique. Un papier également. Alors là aussi, on voulait une symbolique, parce qu'on est dans les symboles. La chaise vide dont on parle chaque année d'Eliyahu Hanavi. Cette année, voilà, c'est une référence aux otages. Évidemment. Et énormément d'hommages, entre guillemets, vont être rendus à ces otages dont on espère la libération incessamment sous peu. On espère qu'ils sont vivants. Et on a point de ce que dit Laurent qui est fondamental sur Pessah. On oublie souvent qu'il y a deux moments, au fond, de Reshbon Nefesh fondamentaux dans le calendrier des rituels du judaïsme. Il y a évidemment Kippour, ça va de soi. Les Yamim Noraïm sont un moment de retour sur soi, critique, sur ses actions, sur ses mauvaises actions, éventuellement, etc., de repentir. Mais il y a le moment de Pessah, et c'est vrai que le moment de Pessah est un moment de sortie d'Égypte, l'Égypte étant évidemment métaphorique de l'enfermement, de l'englument en soi, pour parler comme Emmanuel Lévinas. Alexis fait teshuva. Ça, c'est à force de bosser avec moi au bureau, voilà. Razak, Alexis. Alors, moi, je vous souhaite à tous les deux, à vos familles, à toute l'équipe d'ActuJ, Pessah Sameach, vraiment. Pessah Sameach à toute l'équipe de Radio J également. Merci, bien sûr. Merci beaucoup, et Lise. Nous, on se retrouve en plein Chol HaMoed jeudi prochain. Voilà, et dans l'intervalle, dans cette période dans laquelle tout le monde se soutient, on s'abonne, actualitéjuive.com, c'est hyper important pour que le journal et l'aventure continuent. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous recevoir, Lise. Radio J. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Il est 10h30 et tout de suite,